Hervé Morin, bonjour. Bonjour. Le sommet du G20, Est-ce que d'abord je peux souhaiter Shana Tova à tous vos auditeurs aujourd'hui, parce que je crois que c'est le jour. Absolument, c'est le jour, c'est le lendemain de Rosh Hashanah, et donc c'est le nouvel an juif. Voilà. Et merci, nos auditeurs seront très sensibles à vos vœux, monsieur le ministre. Et nous allons évoquer pour commencer naturellement la situation en Syrie avec un sommet du G20 qui s'achève sur une impasse, impasse diplomatique, même si ça bouge un peu ce matin. La moitié des pays du G20 souhaitent une réponse forte, mais le terme d'action militaire n'est pas évoqué. L'intervention militaire pour vous n'est plus à l'ordre du jour ? Écoutez, pour moi, j'ai fait partie de ceux qui ont considéré que ne pouvait pas rester impuni le gazage de son propre peuple. C'est interdit par une convention internationale depuis 1925, à laquelle la Syrie est partie. Comme vous le savez, une convention internationale de 1993 a prévu l'éradication des armes chimiques sur la planète avec des plans de suppression des armes chimiques. Et au-delà, bien entendu, il y a une question morale, c'est que c'est une arme de destruction massive, abominable, qui touche des innocents. Bien entendu, j'ai toujours en même temps fixé deux conditions. La première condition, c'est bien entendu les preuves. Et sur ce sujet, on doit progresser. Et le second point, c'est bien entendu une coalition internationale qui est l'expression de la réaction de la communauté internationale à quelque chose d'ignoble. Et très franchement, sur ces deux conditions qui me semblent absolument indispensables, je ne fais pas partie de ceux, je fais une parenthèse, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent qu'il faille absolument une décision des Nations Unies, parce que réclamer une décision des Nations Unies, compte tenu du veto chinois et du veto russe, c'est bien entendu se vouer à l'impuissance. Donc vous n'êtes pas sur la position, Hervé Morin, de Christian Jacob? Je ne suis pas sur la position de Christian Jacob. Je considère que dans un certain nombre de cas, quand il y a un blocage absolu de la communauté internationale, du moins de l'ONU, on doit être en mesure de pouvoir agir quand on estime qu'on est dans son droit. Sous la bannière de l'OTAN, Hervé Morin, éventuellement? Sous quelle bannière? Là, ça va être une coalition ad hoc, mais on voit bien que ce seront pour l'essentiel des moyens de l'OTAN, des moyens militaires américains accompagnés éventuellement de quelques autres moyens qui pour l'instant se limitent à un seul pays. Et c'est le premier point. C'est que cette coalition internationale dont on parle, pour l'instant on est deux. On est deux si on tentait les États-Unis décident d'intervenir. On verra ça avec le vote du Congrès. Bien entendu, c'est même pas concevable qu'on puisse intervenir seul. Ça n'aurait bien entendu aucun sens. Aucun sens. Donc, est-ce que on peut considérer qu'il y a une réaction de la communauté internationale lorsqu'il n'y a que deux pays qui frappent? Parce que c'est ça l'engagement. Après, on peut avoir des pays qui approuvent, on peut avoir des pays qui ne disent rien, on peut avoir des pays qui vous disent, sous le manteau. Vous savez, ça me fait penser parfois un peu à ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Vous avez celui qui va faire une déclaration assez forte, qui va déranger, applaudit mollement, et puis après vous allez à la buvette, et puis vous avez les gens qui vous approuvent. Mais il y en a un qui l'a dit. Et donc cette question-là, elle est là. Ceux qui engagent, c'est pas le fait éventuellement de signer, comme vous le disiez, une déclaration demandant une réaction forte, c'est ceux qui sont sur le terrain et qui vont frapper. Alors, en supposant, et monsieur donc, le je ministre... dis qu'à deux pays, on est loin de la réaction de la communauté internationale que j'attends. En supposant que les preuves ne sont pas suffisantes, que la coalition internationale... S'il n'y a pas de preuves suffisantes, c'est évident qu'on ne peut pas le faire. Ça fait aucun doute. Que la coalition internationale doit être formée et que, vous le dites, l'Amérique et la France sont seules pour l'instant. Est-ce que néanmoins, à partir du moment où une mise en garde avait été lancée à la fois par les États-Unis et la France, est-ce que ça n'est pas se déjuger et même se décrédibiliser que de ne rien faire? Ce sont les mots que j'ai utilisés il y a 8 jours au début de ce débat. J'ai dit si la question centrale, c'est la crédibilité de l'action de la communauté internationale. Mais sur les preuves, soyons bien clairs. Moi, j'ai demandé vendredi au Premier ministre de donner les résultats des analyses qui ont été faites au centre du Boucher, qui est le centre de la Délégation Générale pour l'Armement, où des échantillons ont dû être analysés. Je
ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on ne les donne pas. Est-ce que ces échantillons démontrent la présence de gaz sarin? Visiblement, oui. Pourquoi on ne les donne pas, alors? D'après ce qu'a dit Laurent Fabius, on a constaté qu'il y avait des enfants qui étaient morts sans la moindre trace de blessures, etc. D'accord, mais ça c'est le premier point. Mais pourquoi En effet, je pense que l'utilisation de gaz chimiques a priori est incontestable, parce que ces enfants et ces adultes qui sont morts sont pas morts comme ça. Mais le mieux pour convaincre tout le monde, c'est de donner des preuves aussi concrètes que l'analyse de laboratoire. D'accord. Enfin, pour être clair sur les preuves, Hervé Morin, est-ce que vous attendez des preuves qui montrent clairement que c'est mort tangible par les gaz, ou est-ce que vous attendez aussi des preuves que c'est bien le régime syrien qui a utilisé ces gaz? J'allais y venir. Dans cette opération, en effet, toute la construction telle qu'elle a été présentée par le gouvernement est sérieuse. Mais vous savez, dans ces histoires-là très compliquées, on peut renverser les choses. Est-ce que ces armes chimiques, est-ce que la décision de l'emploi des armes chimiques est une décision qui émane du pouvoir? Question qu'on peut se poser. Et s'il ne s'agit pas d'opposants à Bachar el-Assad qui, pour mettre en grande difficulté le régime, ont décidé l'emploi de ces armes chimiques, c'est la première question. C'est pas un peu complotiste, ça, comme vision des choses? On tire sur on tue son propre peuple on a entendu ça ailleurs, dans d'autres endroits. Vous savez, malheureusement, dans l'abject, on n'a jamais atteint le maximum. Hein. Le deuxième point, est-ce qu'il n'y a pas eu, est-ce qu'il ne s'agit pas d'une unité militaire qui s'est détachée du régime? Enfin, tout ça mérite. Et ça, a priori, il y a des éléments, puisque la presse américaine évoque très régulièrement des écoutes enregistrées par les moyens militaires américains. Je demande au gouvernement, est-ce que vous avez eu accès à ces écoutes? C'est des choses simples. Si moi j'ai confiance dans le régime américain, je pense que Barack Obama, c'est pas Bush. Et donc, si Barack Obama donne des éléments extrêmement concrets... Ça veut dire quoi, ça, Barack Obama, c'est pas Bush? Je pense que... écoutez, c'est pas un va-t-en-guerre? Voilà, c'est pas un va-t-en-guerre, les États-Unis ne peuvent pas se permettre de refaire 2 fois l'Irak, c'est pas possible. D'accord. Donc, voilà, ces éléments concrets, tangibles... Je pense que la communauté internationale et les peuples... Il y a quand même le rapport déclassifié sur les armes chimiques qui affirme que la Syrie dispose d'armes chimiques, ce qu'on sait d'ailleurs. Ça, c'est pas nouveau. Mais voyez, sur le rapport déclassifié, pourquoi ça n'est qu'une déclassification partielle? Je vous pose la question. Moi, j'aurais aimé que le rapport soit totalement déclassifié pour les présidents des groupes parlementaires, parce que souvent, dans un rapport de ce genre, il y a les éléments à charge et les éléments à décharge. C'est pas inintéressant qu'on puisse avoir l'ensemble des analyses effectuées par les services de renseignement français. Alors, vous posez un certain nombre de conditions, Hervé Morin, mais enfin, en supposant que ces conditions soient admises, l'opération dont on parle, vous qui êtes ancien ministre de la Défense, de quelle nature serait-elle? Comment vous la voyez et quel type d'intervention, s'il devait y en avoir une, quel type d'intervention vous envisagez? Écoutez, peut-être aérienne pour la France, et puis pour les États-Unis, ils ont la palette de tous les moyens disponibles existants sur la planète. Donc après, est-ce que ce sont des missiles croisière tirés depuis de bateaux, depuis des sous-marins? Tout est possible pour les États-Unis. Pour nous, ça ne peut être qu'aérien. Ça ne fait absolument aucun doute. Ça ne sera pas une opération aussi facile qu'on le dit, d'une part parce que la Syrie, c'est une vraie armée. Deuxièmement, elle a la réputation, ça je suis pas en mesure de voir exactement de quoi il s'agit, parce que souvent on a raconté des choses de ce genre, mais la Syrie a la réputation d'avoir un système de défense aérienne assez solide. Et puis le troisième élément, c'est qu'il y a beaucoup de bateaux dans la région, et notamment des bateaux russes. Et donc nos avions, on va les voir arriver de loin.
Hervé Morin, est-ce que la France, dans cette affaire, par ailleurs, n'est pas aussi un peu handicapée par une absence de certains équipements dans ce type d'opération? C'est-à-dire qu'on n'a pas, on sait qu'on n'a pas d'avions ravitailleurs, qu'on a besoin des Américains dans ce domaine, qu'on n'a pas de drones, donc tout ça effectivement rend la France extrêmement dépendante de la puissance américaine. Est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment donné quand même qu'il y ait des investissements lourds pour moderniser notre armée, parce que c'est ce type de nouvelle guerre aujourd'hui auquel on a affaire? Bien sûr, je suis totalement d'accord avec vous, mais ce qui nous arrive aujourd'hui sur notre défense, c'est simplement l'expression de notre incurie et de notre incapacité à régler nos problèmes économiques et budgétaires. Et donc les Français constatent aujourd'hui que 30 ans de déficit budgétaire, qu'un endettement massif, cela a pour conséquence d'affaiblir l'État même au cœur de ses actions. Et honnêtement, demander aujourd'hui une augmentation du budget militaire quand on est dans la situation dans laquelle on est, c'est pas possible. C'est pour ça que j'avais appelé François Hollande à faire preuve de courage sur ce sujet lorsqu'il a prononcé ses arbitrages sur le livre blanc. En fait, François Hollande n'a pas fait de choix et a décidé de réduire de façon homothétique, de façon proportionnelle, le format des armées. Donc nos trous capacitaires ne vont que s'accroître. Et moi, j'avais appelé à deux questions majeures. La première, refondre notre armée avec la création d'un corps expéditionnaire nous donnant une autonomie stratégique absolue. Donc, grosso modo, on se dit quel genre d'opération on doit pouvoir mener seul, avec tous les moyens disponibles. Et deuxièmement, quand il s'agit d'opérations très lourdes, eh bien, on sait qu'on intervient alors en coalition et donc on amènera un certain nombre de briques capacitaires pour ces opérations. Oui, mais ça, Hervé Morin, enfin, vous dites, vous avez appelé, etc., c'est François Hollande, c'est très bien, mais enfin, vous avez été au pouvoir, ouais, enfin, Nicolas Sarkozy était au pouvoir 5 ans. La différence, c'est que quand on a fait le livre blanc en 2008, oui. On n'était pas, personne ne pouvait imaginer qu'on allait se prendre une crise et 700 milliards d'euros d'endettement supplémentaire en 4 ans. Je vous rappelle que j'ai quand même été celui qui a mené une réorganisation des armées, prouvant d'ailleurs qu'on peut faire une réforme de l'État, où nous avons fait 1,6 milliard d'euros d'économie de fonctionnement. J'aimerais bien que toute la sphère publique soit en capacité de faire la même chose. Alors Hervé Morin, simplement... J'ajoute la deuxième chose pour le militaire, parce que vous ne m'avez pas laissé répondre complètement sur le truc. Le second point, c'est bien entendu la place du nucléaire en France. Dès lors qu'on maintient 2 composantes aériennes et sous-marines, on a un nucléaire hypertrophié et des moyens conventionnels qui s'amenuisent. Alors Hervé Morin, simplement pour qu'on comprenne votre position, elle est importante puisque vous avez été aux affaires dans ce domaine. Et vous aviez soutenu sous Sarkozy une intervention en Libye parce qu'il fallait protéger la population qui risquait des bombardements à Benghazi. Et là en Syrie, une partie de la population a été gazée, ça c'est incontestable, des femmes, des enfants, et vous ne souhaitez pas d'intervention. Je suis favorable à l'intervention dès lors qu'on nous aura donné des preuves. Et j'espère que ces preuves, nous les aurons. Et le rôle de l'ONU, notamment, c'est de donner ces preuves. Donc, je ne suis pas en recul ou en contradiction avec ce que je dis. Et deuxièmement, je souhaite qu'il y ait une coalition internationale qui ressemble à quelque chose. Je vous rappelle quand même que si nous sommes simplement 2, qui peut croire un seul instant que tout ça ne va être sans réaction? Alors, vous allez me dire, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas réagir. Mais je vous rappelle, un seul sujet. Nous avons 1000 hommes dans la Finule, au sud Liban, qui sont en otage, qui sont otages du Hezbollah. Et le Hezbollah, c'est pas une milice, hein, c'est une armée. Donc tout ça, ça mérite quand même d'être pesé un peu. Dès lors que tout le monde considère, moi le premier, que cela impose une réaction de la communauté internationale, je demande à la communauté internationale de réagir. La Ligue arabe a dénoncé... Quand vous parlez de Hezbollah, vous craignez une contagion régionale s'il y avait des frappes. Oui, et puis on a 1000 hommes qui sont sous casque bleu, avec des conditions d'emploi des forces qui sont extrêmement contraintes et qui sont face au Hezbollah, qui, comme vous le savez, est plus puissant que l'armée libanaise. Donc c'est pas une petite histoire que de réfléchir au jour d'après.
Et donc moi je suis pour une intervention, mais je suis pour une intervention dans un cadre qui n'expose pas au-delà du normal l'ensemble des éléments français, nos binationaux qui sont dans la région, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, etc. Hervé Morin, a posteriori, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, quand on voit ce dont est capable Bachar el-Assad, parce que même au-delà de cette affaire d'armes chimiques, on est quand même à plusieurs dizaines de milliers de morts, voire 100 000 morts, voilà. Est-ce que l'idée de Nicolas Sarkozy, à l'époque où vous étiez au gouvernement, de remettre dans le jeu Bachar el-Assad, comme il l'a fait, est-ce que c'était une bonne idée ? Eh bien, ça n'est pas parce que... Il m'arrive d'être très critique sur les décisions de Nicolas Sarkozy, donc je n'ai pas de souci là-dessus. Mais dès lors que c'était pas Bachar el-Assad en tant que tel, c'était la création d'un groupe euro-méditerranéen. C'était de créer une communauté méditerranéenne permettant d'appréhender un certain nombre de sujets qui sont communs à l'Europe. Non, mais là, je vous parle du cas Bachar el-Assad de Syrie, parce que sous Jacques Chirac, ce régime était boycotté depuis la mort de monsieur Hariri, et c'est Nicolas Sarkozy qui a décidé qu'il fallait rompre avec cette politique de Jacques Chirac. Cela porte, je confirme, pourquoi les liens, comme d'ailleurs avec Kadhafi, pourquoi les liens ont été rétablis, c'est d'une part parce qu'il y avait ce projet de création d'une communauté méditerranéenne. Vous ne pouvez pas, dès lors que vous créez une communauté méditerranéenne, considérer que vous allez écarter un certain nombre de pays, parce que sinon ça veut dire que vous ne faites rien. Et puis la deuxième chose, vous êtes aussi bien placé que moi pour savoir que vous ne réglez pas la question du Proche-Orient sans mettre autour de la table toutes celles et tous ceux qui sont des acteurs majeurs. Et malheureusement, le régime de Bachar el-Assad est un de ces acteurs. Alors, encore une ou deux questions sur le sujet, et puis on va passer à d'autres sujets. Est-ce que finalement, on n'est pas à front renversé dans cette affaire syrienne avec un parti socialiste favorable et les partis de droite et du centre qui sont opposés à une intervention ? Non, je pense pas qu'on soit à front renversé. Je pense simplement que François Hollande s'est précipité. Il s'est comporté comme un apprenti, excusez-moi, mais au lieu de se précipiter et d'annoncer immédiatement que la France allait participer, je pense qu'il aurait été bon que François Hollande pose un cadre et qu'en même temps, il fasse ce qu'il a fait hier et avant-hier, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte qu'il y ait une position européenne commune. Une nouvelle fois, la France, et d'ailleurs François Hollande se comporte comme Nicolas Sarkozy, la France considère qu'elle est seule au monde. Or, la France, aujourd'hui, doit intégrer notamment le fait que nous essayons de construire une politique étrangère européenne et que cela permettrait de renforcer la parole de la France dès lors qu'il y a une position européenne commune. Ça, on a bien entendu totalement oublié. Et deuxièmement, il aurait dû dire, voilà, moi je considère qu'il faut une réaction militaire, mais voici le cadre dans lequel ça doit se faire. Et non pas après de pédaler pour essayer de combler les lacunes de ces premières déclarations. Donc Hollande, en clair, a commencé comme un apprenti, et il est en train petit à petit de comprendre comment fonctionne la grande machine internationale et comment fonctionne l'action diplomatique. Je suis assez d'accord avec vous. D'accord. Vous voulez pas le dire avec vos mots? Ah non, moi, je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, je pense que, en effet, on a eu affaire à un amateur, dans une histoire. Mais qui fait des progrès, qui fait des progrès assez rapidement quand même. J'ai pas dit qu'il était sans capacité de progrès, mais j'aimerais mieux qu'il en fasse beaucoup plus, parce qu'on en a vraiment besoin. Une question quand même sur l'opinion française qui semble assez hostile à cette intervention. On a l'impression que les Français se disent, après tout, c'est loin de nos bases. Ils s'entretuent entre eux et en intervenant dans ce conflit, peut-être qu'on va en avoir, nous, sur notre territoire, des répercussions, parce qu'on sait aussi la capacité du régime syrien à lancer des actions terroristes à distance. Et qu'est-ce que vous pensez de cela et qu'est-ce que vous pensez de ceux qui dénoncent une forme d'esprit munichois? On n'a pas voulu mourir pour Danzig et maintenant on ne veut pas mourir pour la Syrie et pour les enfants syriens. Ça correspond à mon sens à deux choses. La première, et c'est tous azimuts, c'est tout sujet, c'est le recroquevillement de la société française. On se replie, un repli frileux, comme
comme si le monde nous faisait peur. C'est la même chose en économie et on le voit même sur des sujets de politique étrangère. Et puis la deuxième chose aussi, il faut le dire, parce que personne n'ose le dire, mais c'est la vérité, c'est que beaucoup de Français, comme d'ailleurs un certain nombre d'hommes politiques, considèrent qu'une bonne dictature dans les pays arabes et musulmans, c'est beaucoup mieux que d'avoir le bordel comme en Égypte. Alors, Hervé Morin, on parlait tout à l'heure de Nicolas Sarkozy et vous avez accordé une interview aux Parisiens vendredi dernier où vous revenez sur l'idée, je change de sujet, d'un inventaire du quinquennat Sarkozy et vous dites on a souvent été faible et parfois lâche. Dans quel domaine avez-vous été faible et parfois lâche ? Je dis que je pars du constat suivant, c'est que aujourd'hui, le Front National est en passe de devenir le premier parti de France aux prochaines élections. Nous ne faisons aucune illusion là-dessus. Et qu'on ne peut pas simplement considérer qu'il y a une responsabilité qui serait celle des socialistes. Bon, il y a des causes structurelles fondamentales, la peur de l'étranger, le monde qui est en train de changer, ce monde nouveau qui inquiète. Bon. Puis il y a des causes qui sont des causes liées à l'action ou à l'inaction des socialistes. Ça, c'est l'action. Et l'inaction, c'est nous. C'est qu'il y a une responsabilité active, c'est celle des socialistes avec des erreurs politiques absolument fondamentales. Et puis nous, une responsabilité passive, c'est parce que lorsqu'on est arrivé au pouvoir, dans bien des cas, on a refusé de prendre les choses en face et on a plutôt contourné l'obstacle. Je vais vous donner deux exemples sur deux sujets différents. Le premier, les 35 heures. Est-ce que j'ai été le seul en 2011 à proposer de revenir à la moyenne du travail en Europe, c'est-à-dire 37 ou 38 heures. Nicolas Sarkozy, mais j'allais dire on a les mêmes phénomènes sous Jacques Chirac. Je dis qu'on a 10 ans sur lesquels on doit faire cette analyse de pourquoi on n'a pas réussi et pourquoi finalement on a perdu les élections. On a contesté les 35 heures, on a expliqué que c'était une erreur historique pour la France. Qu'est-ce qu'on a fait derrière ? Rien. Aussi, on a créé des heures supplémentaires. Alors certes, ça a amélioré le pouvoir d'achat des salariés, certes, ça donnait un peu de flexibilité aux entreprises, mais ça n'a absolument pas réglé la question fondamentale d'un temps de travail en France inférieur à tous les autres pays européens. Donc vous auriez dû en finir avec les 35 heures. On a une stratégie d'évitement. Ouais. Deuxième exemple, puisqu'on va avoir les retraites. Alors certes, on a fait une partie du job, mais on a expliqué que les retraites, on avait réglé la question des régimes spéciaux et de la fonction publique. C'est pas vrai. Moi, je suis pour un régime universel de retraite. Les Français égaux devant leur retraite. La création d'un régime universel, qui d'ailleurs nous permettrait de faire des économies de gestion d'environ 3 milliards d'euros par an, et qui permettrait aux Français d'être traités de la même façon. Bon. Eh bien, on a expliqué qu'on avait réglé la question des régimes spéciaux. C'est pas vrai. Les régimes spéciaux coûtent toujours aussi cher à la République française. On peut prendre un troisième exemple. On a expliqué qu'on avait supprimé la taxe professionnelle. Est-ce que c'est vrai qu'on a supprimé la taxe professionnelle ? C'est pas vrai. Bon, voilà, donc, dernier exemple, tenez, quelque chose qui me semble absolument fondamental. Nous sommes ceux qui, en permanence, disons qu'on a besoin d'investir, de créer d'avoir une politique économique et fiscale qui favorise la production, l'investissement, la création de richesses, le risque, etc. Je lisais il y a encore un mois dans un article du Point, une tribune de Nicolas Bavrez. Savez-vous combien de Français ont quitté le territoire national avec leur patrimoine depuis 20 ans ? 80. Là-dessus, on a souvent traité à moitié, contourné le sujet. On a compris maintenant que vous avez un regard qui peut être même autocritique sur ce qui a été fait. Oui, bien sûr. Vous avez parlé tout à l'heure de la progression du Front National. Est-ce que finalement la stratégie qui a consisté à essayer de fondre la droite
et le centre-droit dans un parti unique, ou à peu près. Est-ce que, au fond, ça n'a pas servi le Front National parce qu'il n'y avait pas à droite d'autres alternatives à l'UMP, en gros, et à votre alliance, que ce Front National? Là, vous êtes en train de reconstituer, du coup, un grand parti de centre-droit, peut-être dans une fusion, un rapprochement avec le MoDem. Est-ce que vous n'êtes pas en train, justement, de revenir un peu en arrière après une stratégie qui a échoué, quand même? Moi, je considère que mon alliance naturelle est avec l'UMP. Ça n'empêche pas de considérer qu'on est autonome, indépendant, parce qu'être indépendant, c'est en capacité de signer un contrat avec quelqu'un d'autre. Donc, je ne considère pas qu'on doit être dans une situation d'isolement, des centristes seuls face au monde, en Don Quichotte. Ça marche pas. Mais il est clair qu'il manque en France cette voie-là, qui a été celle portée par l'UDF pendant des décennies, qui est une voie appelant les Français à regarder le monde tel qu'il est. Le monde tel qu'il est, c'est que nous ne sommes pas seulement en crise, Yves Derey. Nous sommes en train de changer de monde. C'est le même changement de monde que lorsque Gutenberg a inventé l'imprimerie. C'est le même changement de monde que lorsque la machine à vapeur a été créée. Et ce changement de monde, on le vit non seulement, bien entendu, sur nos rapports économiques. Les pays émergents, c'est pas simplement des fabricants de t-shirts aujourd'hui. Mais on le vit aussi dans ce monde numérique. Ça transforme la conscience individuelle, ça transforme la conscience collective, ça va transformer notre démocratie. Et ce changement de monde-là, eh bien moi je voudrais dire aux Français, regardons-le avec optimisme. Et qu'est-ce que vous dites? Laissez-moi finir. Oui. Si nous sommes capables de pouvoir changer 3 ou 4 points majeurs de notre politique, ce monde-là, il est fait pour nous. Ce monde-là, c'est un monde d'innovation, c'est un monde de matière grise, c'est un monde d'intelligence, un monde de technique, de marketing. On a les infrastructures avec, on a les services publics, on a notre histoire. Et ce monde-là, où il va y avoir des centaines, où il y a des centaines de millions de consommateurs qui arrivent au même niveau de consommation que le nôtre, ils aiment nos produits. Donc on a tout à y gagner. Hervé Morin, juste de modernité très bien, Hervé Morin. Mais bon, il nous reste 4 minutes, hein, donc faut essayer d'être un peu plus court. J'ai une inauguration à 11h, moi. Oui, on va pas refaire le monde entièrement, voilà. La révolution industrielle, la nouvelle. Donc juste, vous n'avez pas répondu sur le rapprochement avec le MoDem. Oui, est-ce que ça a un avenir? Ou est-ce que vous dites, nous c'est l'UMP, et puis le MoDem, le MoDem, il a appelé à voter François Hollande, donc c'est pas notre partenaire. Je vous explique. Le rapprochement avec le MoDem, avec François Bayrou, j'y suis favorable. Je l'ai dit, donc c'est pas. Je suis favorable. Mais à quelles conditions? Voilà. Alors, je dis que le cadre, il est assez simple. Il ne s'agit pas de dire que Bayrou rejoint l'UDI ou que l'UDI rejoint Bayrou. C'est de dire, nous allons créer une structure légère, démontrant notre capacité de dialoguer ensemble, de construire un projet et d'aller vers notre unité. Structure souple, j'allais dire type G5, G7, G9, enfin ce que vous voulez. Deuxièmement, bien entendu, pourquoi faire? Et là, pourquoi faire, je vous dis clairement, ça n'est pas simplement pour faire un cartel électoral au moment des européennes ou des municipales. Pour porter un projet politique que j'évoquais rapidement tout à l'heure, pour nous permettre, le moment venu, d'incarner une alternative. En tout cas, ce rapprochement met fin à l'idée qu'une partie du centre pourrait rejoindre François Hollande, comme il en était question. Je laisse François Bayrou le soin de faire l'analyse. J'espère qu'il va la faire. Je sais qu'il va la faire. Alors, nous parlons, si vous voulez bien... Franchement, la politique de Hollande depuis un an, qu'est-ce qu'elle a de centriste? Où François Bayrou peut se retrouver? Je n'ai pas le sentiment. Et donc, la troisième condition, c'est bien entendu qu'il y a une clarification politique de François Bayrou qui clairement dit qu'il n'y a rien à faire avec le PS. Alors, on arrive à la fin de l'émission. La sénatrice, et il y a encore la question MyBooks, mais je voudrais quand même que vous nous disiez un mot sur la sénatrice UDI de l'Ain, Sylvie Goy-Chavent, qui est partie en guerre contre l'abattage cachère en France, avec le soutien du Front National, de la fondation de Madame Brigitte Bardot, et avec des arguments et même des dérapages, je crois, qui ont beaucoup choqué. Vous avez connaissance de ce dossier et vous pouvez nous dire ce que vous en pensez? Je pense, écoutez, sa position, c'est une position personnelle. C'est pas franchement celle de l'UDI. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et il y aura des sanctions? Écoutez, on peut pas. C'est un rapport parlementaire. On peut
aussi considérer que chacun puisse avoir une analyse et puis après en débattre et puis en même temps lui dire je pense que tu sur ces sujets-là tu as fait erreur sur tel ou tel point. Vous allez le lui dire? Je pense que ça a déjà été fait. Par Monsieur Borloo? Je pense que ça a déjà été fait. La question MyBooks. MyBooks, c'est un site d'information littéraire et en partenariat avec MyBooks, comme c'est de tradition, nous vous posons la question, quel est votre livre de chevet, Monsieur Morin? Quel est le livre que vous lisez en ce moment? Le livre que je lis à l'heure actuelle est un bouquin de Monsieur Friedman qui s'appelle « La Terre est plate ». La Terre est plate. Milton Friedman. Oui, je crois que c'est Thomas Friedman. Thomas Friedman, pardon. Oui, Thomas Friedman. Oui. Oui, c'est le journaliste américain du New York Times. Voilà. La Terre est plate. Merci, Monsieur le ministre Hervé Morin, ancien ministre de la Défense, député de l'Eure, président du Nouveau Centre, qui était l'invité du grand entretien.